Gérard Fauré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Vous étiez le dealer du Tout Paris. Mais qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Qui je suis vraiment, franchement, des fois, je ne sais pas. Je me dis, mais qui je suis? Alors, parce que, disons que ma vie, elle a été partagée en deux. La première vie, c'était avec le diable. Voilà. J'ai fait, sans le savoir, dès l'âge de 5 ans déjà, hein, j'ai fait sans le savoir un pacte avec le diable. Et j'étais diabolique, mais vraiment diabolique. Moi-même, quand je pense à ce que j'ai pu faire dans le passé, je me dis, mais comment on peut être comme ça et devenir comme ça? Maintenant, je pense avoir fait un pacte avec le bon Dieu. Ou alors, oui, je suis revenu dans la normale, hein. Normalement, on n'est pas né pour être diabolique, pour être méchant. Et voilà, donc là, ben, je suis tout à fait maintenant du côté du bon Dieu. Et voilà, c'est un peu ce que je suis aujourd'hui. Après, évidemment, j'ai quand même gardé quelques séquelles de mon pacte avec le diable. C'est-à-dire que mon caractère, faut pas trop me marcher sur les pieds, il faut pas trop me manquer de respect, parce que là, je peux retrouver mes mauvais instincts. Et vite, en plus. Je suis un peu comme Poutine, moi. C'est des rapidos, ça, on discute pas, bim bam boum. Voilà. Alors, qui je suis? Ben, maintenant, je peux dire que je suis un type bien. Voilà. Réinséré, plus de trafic, plus de saloperie, plus rien. Au contraire, j'incite les gens, beaucoup, ceux qui m'écoutent en tout cas, à ne pas prendre de cocaïne, à faire très attention, parce que oui, on s'amuse un petit moment, on va épater les copains, on va épater les nanas et tout, puis après on se retrouve comme ça, perchés comme des cons, tout ça pour un petit moment de plaisir. Les gens ne se rendent pas compte, mais on leur vend du poison. Mais moi je dis bien poison. Je parle de la cocaïne trafiquée, coupée, recoupée et tout. C'est du poison. Et donc, je m'évertue aujourd'hui à faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils fassent très attention. Ils ont toute une vie à vivre, d'accord? Ils ont besoin de leur cerveau pendant leur vie, sinon ils vont être comme ça un peu gaga. Et ça peut être à cause d'une petite ligne de cocaïne à la con. Et voilà, tout bête, tout con. J'en ai vu plein les prisons, moi, des mecs qui sont hyper perchés sur une petite branche ou sur un nuage. Et c'est fini. Et leur vie, ça va être ça, sur un petit nuage. Ils vont être des assistés, des boulets de la société et tout. Tout ça parce qu'ils ont eu le malheur ou la bêtise ou la mauvaise idée de prendre une petite ligne d'un connard qui vend n'importe quoi, qui met du poison dedans, voilà. Moi, je dis, franchement, moi, je serais président de la République, le mec qui coupe mal de la coque et qui la revend, ou qui vend des saloperies de drogue, c'est peine de mort pour moi. Moi, je suis fier d'avoir vendu de la cocaïne pure, pure, jamais de mélange, que du bien. Et bon, la preuve est là que je suis toujours là, à mon âge, tout va bien, hein. Donc, c'est vrai que c'est une drogue, mais on l'a diabolisée à outrance, et c'est ça que j'aime pas. Vous regrettez, mais en même temps, vous êtes fier. C'est quand même paradoxal. Ben, paradoxal, non, pourquoi paradoxal? Je suis fier d'avoir participé, parce que je l'ai dit à mon juge d'instruction, mais tout le monde rigole. Moi, je lui ai dit, madame, quand elle m'a dit, vous allez vous excuser auprès de certaines personnes. Les victimes d'overdose, par exemple. Victimes d'overdose, il n'y en a pas eu vraiment, hein, non. Les victimes d'overdose en France, dans le clan Chirac, dans le clan de tous ces gens-là, comme je l'ai dit, moi, j'ai dit, madame, moi, de toute façon, ma cocaïne, je la vends pas à la sortie des écoles, je la vends à la sortie des ministères. D'accord? À la sortie de l'Assemblée nationale, du Sénat, etc., etc. Donc, ce sont des gens majeurs et hyper vaccinés, d'accord? Ou vaccinés avec des bons vaccins, hein, je précise. On rappelle qu'il est interdit donc de faire la promotion de tout ce qui est drogue. Effectivement, par donc, Je le fais droit pas la français. promotion. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer cet entretien par une citation, cette fois du film Les Affranchis de Martin Scorsese. Je cite: « Jamais balancer les copains et toujours fermer son clapet. » Très juste, très juste. C'est ce qui m'a permis de vivre jusqu'à présent et de continuer à vivre tranquillement. Je n'ai jamais balancé. Alors les gens qui disent oui, ils balancent. Mais non, je balance pas, j'informe. On balance son ami.
si on parle de son... Par exemple, à chaque fois que je tombe, je suis tombé 8 fois en France, si j'avais parlé de gens, là, j'aurais pu dire, j'ai balancé. Mais moi, tout le monde peut le dire, tous les magistrats de France me connaissent, ils peuvent dire que moi, quand je suis devant un tribunal, bouche fermée, bouche cousue, c'est tout. Je donne mon adresse, mon nom, vous voyez, et ça s'arrête là. Vous avez, non, je prends tout sur moi. Et c'est pour ça que je me suis pris des peines de 15 ans, de 10 ans, parce que bah, j'assume, c'est tout. Pourquoi on va balancer le copain avec qui on a fait des affaires, on était bien, et puis tout d'un coup, ah ben non, c'est pas moi, madame, c'est lui. Non, ça va pas. Ça, c'est de la balance. Dans mon tome 4, je vais parler des grosses balances de France, des voyous d'apparat. Je vais en parler. Voilà, je vais parler de vraies balances. Des mecs qui ont envoyé des mecs en prison. Moi, j'ai jamais envoyé personne en prison. C'est plutôt les gens qui m'ont envoyé moi en prison. Qu'un seul mec me dise, ose dire, là, en France, oui, Girard, il m'a balancé. Je voudrais bien voir. Ça n'existe pas. Voilà. Fermer son clapet, mais ça me paraît évident. Plus on l'ouvre et plus on prend des années. Et ils sont bêtes, les gens. Ils pensent que quand ils sont devant un juge ou devant les flics, ah oui, mais lui, mais si, mais là, mais oui, lui, je sais, ils vont, là-bas. Non, ça marche pas. Les flics, ils se foutent de leur gueule. Ils disent, vas-y, cause toujours, mon lapin. Après, tu vas morfler. Ah ben, bien sûr, c'est normal. Le mec, il s'embrouille, il commence à ouvrir son clapet, comme tu dis. Et ben, après, les flics, ils lui disent, maintenant, ton clapet, tu vas l'ouvrir, tu vas tout nous dire. Et puis, ça va rien changer à sa peine de prison. Et après, ce qui va changer, c'est en prison qu'il va se faire massacrer. Moi, en prison, je suis désolé, on m'a mis le tapis rouge. À chaque fois que je rentrais en prison, c'était tapis rouge, surtout en 86. Ils m'attendaient, les mecs. Ouais, GG, bravo. Et acclamation de partout, même les surveillants. Et à chaque fois que je rentre en prison, les surveillants, ils me respectent tous. Pour ça, j'ai jamais eu de problème, moi, en prison. Parce que je suis pas une balance. Et je ferme mon clapet. C'est ça. C'est ça la règle. Tu veux gagner de l'argent, d'accord, mais tu assumes. Tu prends tes risques. Quand ça va mal, quand ça va bien, ah, ils sont tous là quand ça va bien. Quand ça va mal, c'est la séparation, et vas-y qu'on s'insulte, qu'on se tape dessus, mais lui, là. Non. Ça marche pas avec moi. Moi, mes dossiers sont propres. Mais les juges, ils m'apprécient pour ça, justement. Vous l'aurez compris, donc, durant cet entretien, nous allons évoquer votre parcours mouvementé, c'est le mot qu'on puisse dire, entre les politiques comme Jacques Chirac, les stars comme Johnny Hallyday, c'est vous qui le dites, la prison, les évasions, la drogue, et aussi les barbouzeries avec Charles Pasqua. Ouais. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs et contributeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, commenter, liker, partager cette vidéo. C'est très important, vous le savez, pour le référencement. Et le mois de juin a été vraiment sensationnel, donc on continue comme ça. Après vos 3 livres publiés, Gérard Fauré, donc vous avez publié 4. déjà 3. Il y avait le Fatal Confiance sur Amazon avant tout. Vos 3 livres donc, qui ont été publiés donc, par un éditeur, donc Le Dealer du Tout Paris, Le Prince de la Coque et L'éducation d'un voyou. Vous n'avez jamais été inquiété par vos anciens amis? Oh non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, il cherche à me revoir et tout. Non, jamais. Pourquoi je serais inquiété? Est-ce que vous parlez? Alors, on parle de qui, là? J'ai jamais parlé de mes amis. D'ailleurs, j'en ai eu si peu que j'ai jamais parlé de mes amis. Moi, tous les gens que j'ai, allez, on va dire balancés, si ça peut faire plaisir, c'était pas mes amis, c'était des clients. Et des clients que je n'aimais pas à la base. J'ai jamais pu aimer, moi, Johnny, quand je le voyais dans l'état où il était. Mais vous ne parlez pas que de vos clients, vous parlez de Francis le Belge. Francis le Belge n'a jamais été mon ami. Non, ça a été mon client. Ça a été mon client. Il n'a jamais été mon ami. Gaëtan Zampa non plus. J'étais associé avec lui sur la Hollande, Belgique, Allemagne, pas en France. Donc je précise bien, pour les gens qui croient que moi, j'ai fait toute ma vie criminelle en France, non. Moi, j'ai été un voyou international, d'accord? Ça a commencé au Maroc, et puis Marbella, la Hollande, tout ça. International, donc je ne restais jamais en place. Je ne suis pas comme ces voyous-là qui restent en place, qui font la mafia ici dans des quartiers et tout.
avec l'aide de la police, je précise, d'accord. Et moi, je suis pas comme ça. On me dit ouais à Marseille, mais à Marseille, moi, je suis allé 2 ou 3 fois pour voir Gaëtan Zampa dans sa ferme. Mais la ville de Marseille, je la connais même pas. Maintenant, je la connais, je suis allé visiter. Mais avant, à Marseille, j'ai jamais fait ma mafia quelque part en France. Non, non, non. Moi, j'habitais en Hollande. On m'a appelé, j'ai besoin de 5 kilos d'héroïne, hop, je l'ai emmené le lendemain ici, à Paris ou ailleurs, et point barre. Et c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai allé chercher du shit en Espagne, boum, je l'ai emmené ici, etc. J'étais un voyou libre et sans, allez, on va dire, sans domicile fixe, SDF presque. J'avais des maisons partout, mais j'étais SDF. On ne pouvait pas me donner une adresse en France, par exemple. Donc, je n'ai jamais été en place en France, qu'on se le dise bien. Parce qu'il y a des gens qui... Ouais, mais nous, en Marseille, on ne te connaît pas. Mais non, vous ne me connaissez pas. C'est normal. J'ai jamais vécu à Marseille. J'ai jamais exercé à Marseille. Non. Moi, quand j'allais à Marseille, c'était pour voir Gaëtan Zampa, pour lui parler de nos affaires en Hollande, en Allemagne, en Belgique. On avait des vitrines, on avait des Eros Center. Gaëtan Zampa était un homme très avisé. Je l'appelais le Napoléon du crime, Gaëtan Zampa. C'était un mec qui connaissait la vie de Napoléon par cœur, et il suivait un peu, et bon, on a fait des erreurs, c'est sûr, de grosses erreurs. Et voilà, mais parce qu'on a sous-estimé les Hollandais, et tout ça, voilà, on les a trop sous-estimés. Mais voilà, donc je suis un voyou international, ça existe. C'est quoi le grand banditisme maintenant? Quel regard vous portez sur le grand banditisme? Zéro. Il y a pas... Le grand banditisme, c'est quand on... Évidemment, je fais partie du grand banditisme. Ça, c'est quand je braquais. Ça, c'était du banditisme. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus du banditisme. Aujourd'hui, je trouve même pas un nom pour qualifier ça. C'est tout et n'importe quoi. C'est le business. C'est le business. Le grand banditisme avant, c'est quand on avait une paire de couilles comme ça, qu'on prenait une mitraillette, comme j'ai fait en Hollande ou en Espagne, et qu'on allait braquer des appart-hôtels, des banques, des bijouteries. Ça, c'était du grand banditisme. Parce qu'on mettait nos couilles en face. Voilà, on pouvait se faire sauter d'un moment à l'autre, et puis quand on se faisait choper, on se prenait des années. Ça, c'était le grand banditisme, c'était des hommes d'honneur, des hommes de parole. Il n'y en a plus. Moi, j'en trouve plus. Je suis désolé. Si j'ai un ami encore, c'est un homme d'honneur, mais voilà, c'est tout, il n'en reste plus. Ça, c'était le grand banditisme. Le terme n'est pas applicable aujourd'hui à ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est des trafiquants en tout genre, des commerçants. Bon, après, je sais qu'il y a des grands bandits encore en France, mais je ne les connais pas. Je sais qu'il y en a qui ont encore des paires de couilles comme ça et qui se risquent. Voilà. Toujours des grands trafiquants de drogue, justement, dans les cités, notamment. Oui, oui, il y en a, bien sûr. Je sais qu'il y en a, c'est sûr. J'en connais quelques-uns aussi. Mais oui, c'est des commerçants. C'est plus des gens qui ont grandi, comment dirais-je, avec ce système qu'on avait, nous, le code d'honneur, le respect, la parole donnée, la ponctualité. C'est fini tout ça. Les mecs, ils font tout et n'importe quoi. Moi, je me retrouve pas dans ce monde-là du banditisme. Je me retrouve pas. Ben, tant mieux d'ailleurs, tant mieux. J'en suis sorti haut la main. Voilà, j'écris mes bouquins, je fais mes poèmes, je fais des slams en musique sur mon site officiel gérardfort.com. Je me fais un peu de pub, non? Et tout. Et voilà, je vis tranquille. J'ai plus besoin de tout ça, moi. J'ai rien à prouver. Alors, avant, si on veut, avant, il y avait au départ que les gens voulaient prouver qu'ils étaient des voyous et tout. Ils faisaient des trucs impossibles comme, comment il s'appelait celui-là au Casse de Nice, là Jerry? Spaghiari, ils faisaient des trucs impossibles et tout. Aujourd'hui, c'est fini. Avant, c'était un peu du cirque. Est-ce que c'est impossible maintenant de braquer des banques? Oh, il n'y a plus rien à prendre dans les banques. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il n'y a plus rien. Les bijouteries, c'est pareil. Les bijouteries, moi, je l'ai toujours dit, ça a été de la combine. Faut pas rêver. Le mec, il rentre dans une bijouterie comme Bruno Sulac, qui rentre en tenue c'était quoi, de tennisman, il rentre tranquille et il braque. Moi, je le connaissais bien, Bruno Sulac. Il avait des accords avec des bijoutiers qui n'arrivaient pas à vendre leurs bijoux. On lui vole, il touche l'assurance, et puis
Ils reprennent les mêmes bijoux, le bijoutier, il reprend les mêmes bijoux à moins cher, il les retouche et tout, et voilà, c'est des combines, tout ça. Faut pas être en extase devant ces gens. Mais moi, comme en Hollande, j'ai fait un super braquage, un transport de fonds, mais j'étais d'accord avec les chauffeurs et tout. Bon, après, mes collègues, ils avaient pas peut-être compris que j'étais d'accord parce qu'ils ont commencé à tirer à la mitraillette, là. Jean Gilbert, il est mort, lui, heureusement, c'est un fou furieux. Mais voilà, donc il y avait des combines entre, faut pas croire. Moi, à part l'idée au Chénier, là, avant, j'avais des bijoutiers qui me demandaient de venir les braquer. C'est simple. Il y a une bijouterie là-bas qui a été braquée 3 fois, toujours par les mêmes et toujours en accord avec le patron, le propriétaire. C'est ça, aujourd'hui. C'est combine sur combine. D'ailleurs, dans les hautes sphères, c'est pareil. C'est que de la combine, que de la combine. Sur le dos des citoyens lambda. Voilà. C'est combiné. Après, on dit, oh, avant, oui, avant, braquer une bijouterie, bah, je me suis fait choper à Madrid. J'ai fait 1 an de prison, c'était pas énorme. Mais braquer une bijouterie ou un appart-hôtel, il y avait du pognon dans les appart-hôtels. On prenait les casiers et tout, bourrés d'oseille et tout. Les Allemands, les Suisses, il y avait des devises, on ne savait plus où les mettre. Ça, c'était des couilles, parce que si on se faisait choper par la Guardia civile, alors, la vie se terminait là. La garde civile. Sous Franco en plus. Hein? Sous Franco en plus. Sous Franco, ouais, oh là là. Ben là, il fallait avoir une paire de couilles, mais énorme. On l'a fait. Mais j'étais avec les mecs de l'OS et un peu les mecs de Pasqua aussi, du SAC. On se croyait plus ou moins protégé par Pasqua, mais non. Quand ça s'est mal passé, ben ça s'est mal passé. Pasqua, il n'est pas intervenu. Justement, revenons sur cette époque. Vous avez travaillé donc pour Charles Pasqua, ce que nos auditeurs ignorent peut-être. Qu'est-ce que c'était le SAC? Alors le SAC, c'est le service d'action civique. Ouais. Et comme je l'ai dit, pour l'action, ils étaient là, mais pour le civisme, il n'y avait plus personne. C'est les mecs qui tapaient, qui tiraient, des fous furieux. C'était les gros bras du Parti gaulliste. Oui, oui, c'était les gros bras. Ben, on frappait les afficheurs, on frappait les communistes, les socialistes. On s'en donnait un cœur joie. Oui, les grévistes aussi, on leur tombait dessus. Mais vous ne faisiez pas que ça. Vous faisiez aussi des casques pour eux. Il y a aussi on a dû déquiller quelques basques quand même. Bah, ils faisaient chier. Moi, au début, j'étais pas très chaud pour ça. On m'avait déjà proposé en Espagne. Et puis, il s'est trouvé un truc à Marbella. Et là, ça a déclenché quelque chose en moi, une espèce de révolte. Anti-basque, bien sûr. Déjà, le fait que j'ai rencontré des connards en prison, 2 basques, vraiment des saloperies, mais ils ont fini avec des coups de rasoir sur tout le visage, hein, tout. Il y avait plus, tu voyais plus la peau, tu voyais que des coups. On leur a rasé la tête avec des rasoirs, un massacre, parce que c'était des fripouilles. Et, et ils le sont encore, hein, les Basques, moi je les aime pas. Et donc... mais pas toute la population basque. On ne peut pas prendre toute une population en otage, il ne faut pas bien déconner. sûr. Mais je parle des voyous. Des indépendantistes. Des indépendantistes. Bon, s'ils ont envie d'être indépendants, c'est pas mon problème. C'est leur problème. Mais de foutre des bombes comme ça, moi j'ai failli sauter sur une bombe à Marbella, ils les mettaient sur la plage. Alors quoi? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tuer des innocents, des touristes qui viennent de passer 2 ou 3 semaines là-bas, et boum, ils explosent? C'est quoi ça veut dire? C'est ça leur petite guéguerre. Et là, je suis rentré, j'ai dit, allez hop, s'il y en a à faire, j'en fais. Vous êtes énervé? Ben oui, je me suis énervé, c'est normal, parce que déjà, à cause de ça, il y avait des contrôles sur la route. Et moi, j'avais 5 kilos de shit caché sous ma Mercedes. J'ai été arrêté, j'ai payé, ils m'ont pris le shit et tout. J'ai failli aller en prison. À l'époque, j'ai payé cher pour ne pas aller en prison. Vite fait, à cause des Basques. Vous avez fait quoi concrètement et sous les ordres de qui? Sur les ordres de Pasqua, évidemment. C'était le seul. Pour moi, c'est le seul homme couillu qu'il y a eu en France. Voilà. Vous avez fait quoi donc On nous a donné quelques adresses. Il y avait quelques mecs à les guider, c'est tout. Moi, j'y allais avec 2 potes. Voilà. Des fois, il y avait la logistique. Des fois, c'est moi qui conduisais. Des fois, c'est moi qui prenais le truc. Parce que j'étais quand même un tireur d'élite dans l'armée française. Donc, puis ça me faisait plaisir. Hein. Je ne peux pas dire le contraire.
Ça me faisait un immense plaisir. D'en déquiller 2 ou 3 quand même. Ça me faisait plaisir. Les Corses, un peu moins, parce que quand même, je compatissais à leur combat et tout. Quand Pascal me disait, bah oui, tu vas aller. Ah non, je dis, non, non, moi je touche pas aux Corses. C'est pas mon domaine, ils m'ont rien fait. Par contre, oui, les Basques, on peut y aller. Voilà. Après, il y a pas longtemps, ils m'ont demandé si je pouvais venir là-bas, faire un truc pour la radio. Je dis, mais vous croyez quoi, là? Je vais me taper 1000 kilomètres pour vous faire une émission? Pas bien. Venez ici. C'était peut-être un piège. J'ai bien fait de ne pas y aller. Les Basques, on ne peut pas se fier à ces gens-là. Ils ont comment dirais-je, leur petite guéguerre avec l'État espagnol, mais moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne rentre pas dans ces histoires. Mais je suis rentré, je le dis et je le répète, parce qu'ils m'ont fait, à moi, ils m'ont fait chier, voilà. À Marbella. Justement aussi, donc le SAC de Charles Pasqua vous demandez également de braquer des banques. Ah oui, ça, mais le casse d'Amsterdam, oh putain. Pff, Oui, Pasqua, il avait des hommes ou des femmes de main qui vivaient en Hollande, par exemple. Je prends le cas de la Hollande, une très très jolie femme, une pute probablement, elle était un peu tout ça, qui draguait des directeurs de banque. D'accord. Et après, elle s'arrangeait pour les mettre en tort et tout, les faire chanter et tout, et tout, et tout. Et obtenir les clés de la banque, les systèmes d'alarme et tout. Et donc là, moi, je me suis retrouvé dans le casse d'Amsterdam. Ça aurait été, si ça avait marché, ça aurait été le plus beau casse de toute l'histoire du monde. Il y avait des milliards dedans. C'était dans un quartier très huppé. Les gens, quand ils déposaient, c'est des bijoux, oh là là, il y avait un pognon de malade, de fou. On savait. Et nous, on est rentrés dedans, et quand on est sorti, tout le monde nous attendait, même la police française, faut le faire. Hein. Et moi, j'ai pas été en prison. Attention, on m'a arrêté, les Hollandais, ils étaient morts de rire. Par contre, les Français qui étaient avec moi, c'était des anciens du gang des postiches. Il y en a un, il a pris 20 ans, il s'est suicidé en prison, l'autre, il a pris 6 ans, et d'autres trucs, plein d'histoires. Pascal n'a rien fait pour ça. Il n'est pas intervenu. C'est lui qui, à travers cette nana-là qui travaillait pour lui, c'est lui qui nous dirigeait. Il disait, ouais, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de problème. Putain, il n'y a pas de problème. Non. Après, on va dire, c'est quand même la faute des mecs qui travaillaient avec moi. Il y avait Jeannot Le Gall et il y avait Grégory, je ne sais plus comment. Et il y avait un troisième, Paulin. Et donc, eux, ils ont fait les cons. Ils ont fait les cons, et déjà, moi, bon, eux, ils étaient à Paris, moi, j'habitais à Rotterdam. Je leur dis, bon, on se trouve à Amsterdam. D'accord. Ils prennent un hôtel, c'est l'hôtel qui appartenait au marquis de, je sais plus quoi, qui venait d'être libéré par une équipe de Français qui l'avait séquestré pendant le marquis de... Putain, merde... Et cet hôtel appartenait... Donc, ils étaient sur les dents, les employés de l'hôtel. Quand ils voient 2 Français qui arrivent, Jeannot Le Gall et Grégory, avec des tranches pas possibles, déjà des tranches à être derrière les barreaux, quoi, de voyous, mais... Voilà, les mecs, les réceptionnistes, ils appellent les flics. C'est simple. C'était l'hôtel 5 étoiles d'Amsterdam et tout. Les mecs, ils arrivent, on peut avoir une chambre et tout. Voilà. Mais non, putain, je leur ai dit, n'allez pas dans les hôtels, venez dormir chez moi. Non, messieurs, ils ont voulu se payer un 5 étoiles et tout. Quand moi, je suis arrivé pour les rencontrer, il y avait des hélicoptères dans le ciel. Il y avait... Alors, tous les touristes qu'il y avait, c'était des flics. Ils étaient tous là, habillés en touristes, avec des appareils photo et tout. J'ai dit, oh là là, il y a du monde, ça grouille ici. Et moi, alors, j'ai laissé ma voiture en bas, ils me l'ont balisé pendant que j'étais dans l'hôtel. Voilà, un travail bien fait. Et après, bon, on est sorti de l'hôtel, on est allé dans un autre hôtel que je pensais un peu tranquille. Eh ben non. Pendant qu'on discutait, je vois dehors une voiture avec 4 flics dedans, 2 Hollandais, ça je les ai reconnus, et 2 Français. Ça, c'est la tranche d'un flic français, ça.
Et je leur dis: «Attention les mecs, il y a 4 flics là dehors dans une voiture qui nous surveillent». «Mais non, arrête, tu parano, tu prends trop de coke». «OK». Voilà. Et ben ça a terminé que finalement, ils ont cru que c'était facile comme tout, qu'il y avait juste à entrer dans la banque, prendre et s'en aller. Bah oui, mais quand on est sorti de la banque, il y avait, 200 policiers, il y avait des hélicoptères, il y avait tout le monde, menottes. Les Hollandais, j'ai fait 4 jours de garde à vue, ils m'ont lâché. Par contre, eux, ils ont pris des dizaines d'années, hein, les 2 autres. Les Pourquoi, Français, pourquoi Pasqua vous faisait-il braquer les banques? ah ben, pour de l'argent, pour le RPR, il fallait du pognon, la caisse noire, la fameuse caisse noire. C'était 50-50. Comment ça, 50 55? pour vous, 50 pour les caisses du Oui, parti. voilà, 50 pour nous, 50, mais bon, ça n'a pas toujours marché, hein, l'attaque de bijouterie de Madrid, on s'est fait avoir aussi, hein. On a bouffé 1 an de prison quand même là-bas, Vous aviez gratos. rencontré Charles Pasqua, non? Oui, moi je l'ai rencontré, bien sûr, bah oui, évidemment. Il était très intéressé par ma cocaïne en couleur. J'arrivais à faire de la cocaïne bleue, verte, rouge, voilà, avec le chauffage et tout, j'y arrivais. Et lui, ça l'intéressait, mais il prenait pas, lui, il prenait pas de coke, il était sobre comme mec. Par contre, gros trafiquant de shit, c'était lui, hein, avec le roi Hassan II du Maroc. Et Chirac, ils remplissaient leur caisse comme il fallait, hein. Vous connaissiez aussi une autre organisation secrète, après l'ETA, après donc le SAC, c'est l'OAS. Secrète, elle a été en Algérie, mais plus en Europe, d'accord? Alors moi, j'ai eu la chance de vivre, à Marbella, à Torremolinos, à côté, Malaga, l'équipe. Quand, quand ils ont débarqué, un peu plus tard, dans les années 65-66, ils sont tous débarqués en au départ, ils étaient sur Alicante, Benidorm, tout ça. Puis après, ils sont venus vers le truc et moi, j'étais là, j'ai eu la chance de les rencontrer. C'était des vrais bonhommes, c'était des mecs couillus, comme on dit. Et bah, j'ai fait de très belles affaires avec eux, oui. Mais ça, c'était des hommes d'honneur. C'était vraiment des hommes formidables, un peu frimeurs, parce qu'ils étaient tous balèzes, 1,90 m. C'était vraiment des gens très spéciaux. Mais c'était des mecs bien, voilà. Je crois qu'ils sont tous morts. Le patron, il s'appelait Tasso. Alors lui, c'était un vrai bonhomme, hein. C'était lui qui dirigeait toute l'organisation en Algérie. Il fallait le faire parce qu'en Algérie, quand même, hein, c'était bouillant, hein, pour eux. Mais c'est des gens qui n'avaient pas peur et c'est des gens qui n'avaient plus rien à perdre. Ils ont perdu leur pays, l'Algérie, et du coup, bah, ils se retrouvent en Europe, voilà. Avec les couilles qu'ils avaient à l'époque, eux, ils bouffaient tous les voyous français, hein. Il y avait pas de d'ailleurs, il y a plein de Niçois, il y a plein de Marseillais qui se sont heurtés, aux mecs de l'OAS et ils ont laissé des plumes, hein. Ils sont repartis Vous avez fait quoi à comme affaire? Torremolinos, hein. Vous avez fait quoi comme affaire avec donc ces gars de l'OAS? Bah, les trucs d'armes déjà, ça ils en avaient des armes et les billets, l'argent, qu'est-ce qu'il y avait encore, bah, il y avait pas la drogue en tout cas, ça c'est sûr. On avait c'est en tout genre, c'est aussi, des braquages, ils ont fait partie de l'équipe de Pasqua, il faut le dire, hein. Pasqua, il les recrutait avec plaisir parce que c'était des mecs aguerris, aguerris. Vous avez fait donc 18 ans de prison, si je ne me trompe pas. Mmh. Au Euh, total, mais vous, 14 en France et 4 un petit peu partout. vous faites aussi le récit dans vos livres d'une évasion très spectaculaire, votre première en Espagne. Ouais. Ah oui, Racontez-nous. ça c'était quelque chose d'extraordinaire cette évasion, franchement, ouais. Et ben, malheureusement, mon frère, il m'a balancé, hein, c'est ça le problème. Il m'a balancé à son beau-père qui était le chef de la Guardia Civile en Espagne, on peut pas faire mieux. Général dans la Guardia Civile, c'était son beau-père, le père de sa femme. Alors ça a commencé, j'avais 1000 kilos avec un Italien, avec la mafia italienne, on avait 1000 kilos. Et mon frère m'a balancé, d'accord? Et après, le suivi, mon frère me continuait à venir me voir en prison régulièrement à la demande de son beau-père pour savoir si j'avais des mauvaises intentions et tout. Et moi, je l'ai bien eu parce que je lui ai dit: «Écoute, Georges», il s'appelait mon frère. Il était consul de France là-bas sur la côte, lui, ce salopard. Et je lui ai dit: «Écoute, ton beau-père, il est général dans la Guardia Civile, propose-lui un deal». Il me dit: «Ah oui, quoi, quoi?» Je lui dis: «Écoute, moi, je connais des organisations de gros trafiquants
d'armes, d'argent, de ci, de là, de drogue et tout. Tu lui dis, s'il me fait sortir, je reste en Espagne, sous surveillance, et je lui balance des organisations. Ah, là, vous proposez de balancer. Ouais, mais c'est qu'une proposition. C'est pour me faire sortir de prison. Et donc, moi, mon intention, c'était de m'évader, bien sûr. Et j'avais tout mon plan déjà. Donc, il me dit, ah ouais, c'est bien, je vais lui en parler. Il revient, il me dit, bah, il est d'accord. Donc, on me fait sortir de prison avec 3 gardes civils sur le cul toute la journée, nuit et jour. Ils dormaient même devant la porte de chez moi. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi 2 semaines, le temps de me reprendre, parce que la prison, c'était à Malaga. Je dis, laissez-moi le temps de me refaire, quoi, une santé, et on attaque. Donc, moi, j'allais à la plage tous les jours et tout, j'allais au resto. Les gardes civils, ils étaient là à me surveiller. La plage en prison? Non, là, je sors de prison. Je sors sous surveillance de prison. Et je connaissais la place de Torremolinos par cœur. Par cœur. Et je savais qu'il y avait un endroit, il y avait un hôtel qui s'appelait Hôtel Las Rocas, ça veut dire les rochers. Et sous cet hôtel, on pouvait y aller à la nage. Et on atterrissait dans le sous-sol de l'hôtel. Il avait été construit sur la roche. Et ça, c'était extraordinaire. Seulement, il fallait avoir du souffle pour y aller en sous l'eau. Et donc, pendant une dizaine de jours, je me suis entraîné à faire du sous l'eau. Les gardes civils qui me surveillaient bien, mais je ressortais à chaque fois, ils étaient contents. Et je faisais. Puis un jour, j'ai toujours gardé le même souffle, hein, je précise. Et j'allais, je rentre sous l'hôtel. Mais d'abord, je préviens par le biais de ma mère, puisque j'habitais avec ma mère. Je dis, maman, tu vas aller voir telle et telle femme, des petites Françaises, des putes. Je dis, tu vas leur dire, voilà les clés de ma Mercedes. Voilà. La Mercedes, il ne l'avait pas saisie, heureusement. Je dis, tu vas leur dire de venir tel jour, devant l'hôtel Las Rocas, avec la voiture et quelques vêtements. Parce que moi, je suis sorti de sous l'eau en maillot. J'ai traversé l'hôtel en maillot, mais c'est normal pour les touristes. Et elle m'attendait là-bas, donc j'ai pris la voiture, direction la France. Et donc c'est une très belle évasion, franchement, faut le faire. Et j'arrive en France, mais j'arrive à la frontière, et les Français, c'est eux qui me retiennent et qui me rendent aux Espagnols. Les Français. Tu te rends compte? Mes compatriotes, mais on dit qu'à l'époque, on faisait tout et n'importe quoi. Ils faisaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas de respect. Il y a des lois, mais ils ne les respectaient pas. Je dis, ils savaient, voilà, et comment ils l'ont su, je ne sais pas, mais ils savaient que, c'est peut-être les nanas qui m'ont balancé, que bon, c'est aussi mon erreur, parce que moi, quand j'arrive là-bas en France, j'appelle ma mère. J'ai dit, maman, voilà, je suis là. Elle me dit, mais c'est pas possible, mon fils, t'es mort. Les gardes civils m'ont dit que t'es mort, ils ont fouillé toute la mer. Je dis, mais je suis pas mort, je te dis, je suis en France. Et ça, ma mère était sur écoute, tu vois. Ma mère était sur écoute, et là, ils ont su que j'étais là-bas, et ils m'ont, arrêté et tout et tout. Et retour à l'envoyeur. Donc, je suis revenu en prison ici, mais ils m'ont mis dans une petite prison à Marbella. Toute petite, il y avait quoi, 12 pensionnaires dans cette prison, toute petite. Aujourd'hui, elle est plus grande. Ils ont en fait une ville dans une ville, parce qu'il y a tellement de trafiquants et de tout là-bas. Et donc, nos lits, ils étaient creusés dans la roche, nos lits. Tu tirais ton matelas comme ça, et après, tu te mettais dedans, et le gardien, il te poussait, il te mettait dans ton lit, tu ne pouvais pas bouger. Hein. Tu étais coincé. C'est effarant. C'est comme si on te mettait dans un cercueil, tu vois ce que je veux dire? T'es un cercueil, bon, ça va, c'est assez spacieux, mais putain. Et qu'est-ce que je vois apparaître quelques jours plus tard? Le sac. Le sac. Ma mère, d'abord, qui vient. Oui, mon fils, ça va? Ma fiancée aussi, qui fait grand sourire comme ça, elle ressemblait à Brigitte Bardot en rouquine. Et putain, je me gratte le nez. Je prends pas de coke, mais c'est une habitude. Alors qu'on ne pense pas que je me gratte le nez parce que je prends de la coke. Ça, c'est faux. Je touche plus. Et c'est tant mieux. Alors, je vois ma mère apparaître, je vois ma fiancée apparaître, et puis je vois Jean Gilbert. Alors lui, c'était le tueur. Il n'était pas de l'OS. Il est né à Casablanca, on a fait l'école ensemble, le lycée Lyoté et tout. C'était un tueur, c'était un malade mental. C'était un fou furieux. Heureusement, il est mort parce que
Et je le vois apparaître, je dis, oui, avec un flingue à la main. Je vois derrière 2 policiers, mais des franquistes, anti-policiers socialistes. Parce qu'il y avait un bordel en Espagne à cette époque. On ne savait pas trop qui était qui, les socialistes, les communistes, les fascistes. Bon, 2 policiers fascistes avec qui j'avais travaillé auparavant, avec le shit et tout. Ils m'avaient volé 200 kilos d'ailleurs. Et, et derrière, il y a encore 2 autres policiers qui arrivent, donc ils étaient 4 policiers. Jean Gilbert et comment il s'appelait déjà? Pablo, voilà. Ils arrivent, ils disent au gardien, moi je le vois, il dit au gardien, ouvre la porte. Ah, ils me mettent un flingue sur la tête, tu ouvres la porte, on te flingue. Police. Quand il a vu le truc de la police, il a ouvert. Et ils nous ont tous fait sortir. Allez hop, moi on m'a emmené directement à Gibraltar sur un bateau et je suis rentré en France. Et je ne suis pas retourné pendant 25 ans. J'ai pris 40 ans de prison là-bas pour ça. Voilà. Dans certaines de vos interventions médiatiques, vos récits sont de temps en temps un peu différents. De temps en temps, vous dites que vous n'avez jamais tué. D'autres fois, oui. Ça fait pas plaisir aussi, il faut te mettre un peu à ma place. De temps en temps aussi, vous dites regretter votre passé. De temps en temps, vous dites vous êtes fier Oui, de votre oui, je passé. suis très instable là-dessus, c'est vrai. Et comment vérifier en fait ce que vous dites en fait? Qui êtes-vous vraiment? Mais C'est normal qu'on vous pose la regretter question mon parce que passé. c'est quand même. Quand je vois le Ouais. présent, je regrette mon passé. Voilà, c'est ça. Là, j'ai tout dit. Quand moi, je croyais que mon passé, c'était quand même assez virulent, assez ci, assez ça. Mais quand je vois la merde qu'on a ici et ailleurs, les voyous d'aujourd'hui, les conneries, je dis putain, le passé était formidable, quoi. On avait des gens d'honneur, des gens respectueux de ci, de ça. Les femmes n'étaient pas aussi matérialistes qu'aujourd'hui. Oui, évidemment, je regrette le passé. Bien sûr. Après quoi? Je suis instable, oui, c'est sûr que je suis pas. Je flottille entre encore le diable et le bon Dieu, voilà, on va dire. Voilà, je nage, je surnage, je sais pas trop qui je suis moi-même. Je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas, j'avoue. J'ai des prémonitions, j'ai des messages qui me viennent de partout. Je sais pas ce qui se passe. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Vous dites je ne balance pas, j'informe. Est-ce que de temps en temps vous dites pas voilà peut-être que c'est peut-être indigne ce que vous dites voilà vos livres par exemple vous dites pas un jour que voilà de temps en temps que c'est indigne de Qui est raconter indigne quoi? Qu'est-ce qui est indigne? raconter un peu les coulisses Ça, c'est ouais indigne, non. C'est non ce que eux nous font qui est indigne. C'est pas pareil. Et aujourd'hui, on le voit. Avec toutes ces saloperies qu'on nous fait, c'est eux, les élites de la France. C'est eux qui sont indignes à la France. Après De Gaulle, il n'y a eu que de la merde. Que de la merde. Pompidou, l'horreur. Giscard d'Estaing, je vais en parler dans mon tome 4. Lui, c'est le diable sur terre, quoi. Giscard d'Estaing avec une bonne apparence et un langage un peu assez épicé. j'aimerais vous entendre notamment sur Jacques Chirac une autre figure après Pasqua Ben du Jacques Chirac, Cangoliste. c'est un, comment on dirait ça? C'est un va-t-en-guerre, mais une guerre sexuelle, lui, c'est tout. Il pensait qu'à baiser, à violer les petites nanas. Baissez-vous, c'est la République qui vous baise. Vous devriez être heureuse, vous devriez être fière. Moi, je sais pas si une nana, elle est fière de se faire niquer pendant 2 minutes, 2, 3 minutes par Chirac. La République, faut arrêter. Il faut pas mettre la République en cause. C'est lui qui baisse les nanas, il leur fait croire. Vous devriez être fiers. Et puis sinon, il est menacé. Il dit, vous allez perdre votre boulot, comme elles étaient au Black, les nanas en particulier. Celles dont je parle de 2 ou 3 nanas qui travaillaient au Racing Club de France, à Passy. Et ça, c'est des nanas qui gagnaient beaucoup d'argent avec les pourboires, parce qu'il n'y avait que des gens riches, des ministres, tout le gouvernement était là-bas. Et donc, elle touchait des gros pourboires. Et ben, quand le mec, il venait là, lui baisser le slip, il disait, baissez-vous, et il slack. Il lui mettait... Ah, c'est dégueulasse, quoi, et de profiter de la situation. Il y avait la femme de ménage qui était très belle, et puis celle qui tenait la boutique qui était encore très belle. Je me demande pourquoi elles réagissent pas. Elles pourraient m'appeler et me dire, oui, on est là, ou alors elles sont peut-être morts. Je sais pas. Mais je trouve que c'est ce que Chirac a fait, c'est dégueulasse, quoi. Comment vous Tout. avez fait sa connaissance? Chirac, Ouais. c'est, comment il s'appelle, Jacques Barrot qui me l'a présenté. Jacques Barrot qui était Le monsieur France-Afrique.
Oui, puis qui était... Non, c'était Foccart, le Ah, pardon, France-Afrique. oui, Foccart, pardon. Non, non. Barrot, c'était le Bérou de Hmm. l'époque, le patron de l'UDI, je crois. Alors lui, L'UDF, ouais. c'était la pourriture des pourritures. Hmm. Lui, c'était tous azimuts. Il se faisait prendre, il mettait, il volait. Je lui vendais des costumes de chez Smalto. Il me prenait tout. Il revendait tout ça au- à l'Assemblée nationale. Il savait que c'était des costumes volés, mais j'ai acheté tous. Des costumes, il y avait des vestes en cuir, il y avait des manteaux en cuir. Ces mecs-là, attention, ils n'hésitaient pas. Ils savaient que c'était volé et tout, mais ils achetaient. La drogue aussi, à tout va, à tout va. C'est des- Comment, après, comment je peux avoir du respect pour un mec comme Chirac? Je suis désolé, il n'a rien fait pour la France. Qu'est-ce qu'il a fait? À part éviter d'envoyer l'armée française en Irak, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Chirac, pour la France? Il a rien. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Le Quai Branly, là, le petit musée? Non, il a passé son temps à s'amuser avec les gros, à faire du pognon, avec Pasqua. Il avait 50 milliards de francs français au Japon, dans une banque au Japon, Chirac, il faut le savoir. 50 milliards. D'où il sort cet argent? Hein? Ben, l'argent de la drogue, du cannabis que Pasqua faisait entrer en France et qu'il revendait, il partageait, tout le monde était riche. Vous lui avez vendu de la coke à Chirac? Oui, bah oui, oh là là. C'est pas moi directement qui lui vendais, mais c'était son chauffeur qui était le cousin d'un de mes lieutenants. D'accord? Malka, il s'appelait. Et d'ailleurs, il a pris 7 ans de prison, lui aussi. Hein. Puis Chirac lui a pas fait de cadeau. Hein. Quand, quand ça s'est un peu ébruité, que Chirac était cocaïnomane et tout, il n'a pas hésité à mettre en cause son chauffeur et le mettre en prison. 7 années de prison, il a pris. Voilà, c'est ça la méchanceté de Chirac. C'était pas un type bien, hein, faut pas Mais pourquoi croire. vous lui en voulez maintenant? Qu'est-ce Pourquoi qui je s'est lui en passé? veux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pris 15 années de prison à cause de lui. Il a même enfreint la loi, parce que moi, la peine, quand je suis tombé, la peine maximale était de 10 ans. Chirac Pour... a obligé le Non, la procureur peine maximale pour trafic de drogue. Oui, Ouais. à l'époque, c'était 10 ans. Et moi, Chirac, il a obligé le procureur à me massacrer et à demander 20 ans. Et j'ai pris 15. C'est-à-dire que les deux, le procureur et le président du tribunal, ont enfreint la loi. D'accord? Et moi, je m'en suis rendu compte. Mes avocats s'étaient même pas rendus compte. Ça prouve que les avocats, ils mettent jamais le nez dans un dossier. C'est des enfoirés. J'ai eu les plus grands avocats de France. Les plus grands, comme Pierre Haye, qui est en train de crever là. Et je suis bien content. J'espère qu'il souffre comme il faut. Ça, c'est la pire des saloperies qui existent. En matière d'avocat, j'ai eu Liénard. Alors lui, j'en parle. J'en ai parlé dans mes bouquins. Donc, c'était que des crapules à Vous avez l'époque. eu Maître Dupond-Moretti également? Ah oui, mais c'est après, lui. C'est après, en 92. C'est à Vennes-sur-Elbe. Et donc, vous voulez donc vous venger maintenant de Jacques Chirac? C'est fait, ça y est. Je m'en fous, moi. Pour moi, je l'ai oublié. Lui. Je me suis vengé, voilà. J'ai entaché sa réputation et je voulais que les Français sachent qui est vraiment Chirac, qui est vraiment Pasqua. Maintenant, ils savent, ils savent. Ils savent par quoi on est dirigé. Par nous. Vous racontez aussi une fois, pour vous venger une première fois de Chirac, Hmm. lui avoir mis des laxatifs, c'est bien ça? Ouais. Mais ça, c'est parce qu'il a voulu me niquer la gueule. Moi, je lui ai niqué la sienne. C'est simple. C'est C'est-à-dire? un prêté pour un rendu, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que, comment il s'appelait Jacques Barrot, une fois, pour me payer les costumes, il avait des chèques de Chirac. Je sais pas comment il a fait pour les avoir, parce qu'il joue au backgammon avec lui, je sais pas. Et il me donne des chèques, un chèque de 4 000 et un chèque de 11 000. Eh ben moi, évidemment, je les mets sur mon compte. Et quand Chirac, il apprend ça, d'accord, parce que la banque l'appelle. Il appelle, il dit, attendez, il y a des chèques sur un mec, ouais, bah. Ah, opposition. Il fait opposition. Et il veut pas me payer 15 000 francs. Bon, tu veux pas me payer, d'accord. Qu'est-ce que je veux faire contre Chirac, hein? Je peux rien faire. J'ai attendu le moment propice et le moment propice est venu. C'est un soir, il y avait une fête chez Dassault, dans une propriété immense, pas au moins 20 ou 30 ou 50 hectares, quelque chose d'immense. Et, euh, et là, il avait besoin de coke pour ses amis. Et donc, il demande à son chauffeur, il m'appelle, il me dit, ouais, Gérard, il me faut 100 grammes. J'ai dit, ah, voilà le moment venu. Je prends 50 grammes,
Déjà, la coque, c'est connu pour être un peu un laxatif. La coque pure, hein, ça peut être un laxatif. Et je prends 50 grammes de manicole, c'est un hyper laxatif. Et je fais le bon mélange et j'emmène. Et là, j'ai insisté pour rester quand même, pour voir un peu ce que c'est, la débandade. Débandade. Et je me suis mis du côté du barbecue avec un Marocain. Et j'observais, alors, un quart d'heure plus tard, ça sortait de la maison de partout. Ils couraient, chacun cherchait un buisson, on se vidait et tout. Là, ça puait et tout. Si je suis pas mort ce jour-là de rire, je mourrai jamais de rire parce que je suis tombé par terre, j'ai vomi et tout. Heureusement, il y avait du sable là, du côté du barbecue. Je suis tombé de rire, mais par terre. J'ai failli mourir de rigoler. Il fallait les voir tous avec leur smoking, les femmes avec des robes à 100 000 francs et tout ça. Ça courait dans tous les sens, ça se chiait dessus. C'était un film. On aurait pu faire un film de ça. Les gens seraient morts de rire. Là, vous parlez de Chirac, de Pasqua. Qu'en est-il des membres du gouvernement actuel? Franchement, vous ne les connaissez pas, ça? non, je c'est les évident. connais pas, non, mais je veux pas les connaître. Non, non, pas Mais déjà. vous voyez leur visage à la télévision? Ah ben oui, par exemple, Macron, oui. Pour vous, il y a de la cocaïne. Ah bah, beaucoup, 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 beaucoup. Il y a que ça. C'est visible. Et c'est peut-être un peu ce qui les pousse à faire des conneries, hein. Ils se sentent, comment dirais-je, intouchables, ils se sentent invincibles. Ils font des trucs pas possibles. Mais moi, quand je prenais de la coke, je faisais des trucs pas possibles. Je me sentais invincible. J'étais capable de tout, de tout, de tout. Il y a pas de frein. Quand on prend de la bonne coke, et quand on en prend un peu trop, on n'a plus de frein. On est capable de tout. C'est ça le problème. Et eux, ils nous ont démontré qu'ils sont capables de tout. Rentrons dans le sujet de la drogue. Vous avez donc fourni des stupéfiants à beaucoup d'hommes politiques et aux stars du showbiz. Après Notamment. Jacques Chirac, c'est Johnny Hallyday qui fait partie de vos cibles favorites. Pourquoi? Alors là, Johnny, c'est déjà assez spécial. Et pour l'anecdote, moi, au départ, on m'a dit ouais, t'as pas honte, Johnny. Non, Johnny prend pas de coke. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait que tout le monde a. Les langues se sont déliées, même son meilleur ami, là, comment il s'appelait déjà, un député, il a dit mais oui, bien sûr, tout le monde prend de la coke dans ce milieu. Et après, PD, homosexuel, pardon, personne ne l'a cru. Parce que Johnny, c'est le mec, ouais, avec des gros bras, tatoués, les grosses Harley Davidson. Ça, c'est la représentation de l'homme. Alors qu'en Californie, ils sont tous LGBT, ils ont tous des Harley Davidson. Moi, j'ai rien contre les LGBT. Chacun a le droit à sa liberté sexuelle. Et ça, c'est qu'on ne dise pas que je suis anti-homosexuel. C'est faux. Simplement, j'ai considéré que chez Johnny, c'était quand même un travers, c'était une ineptie. Et je l'ai dit. Bon, alors pourquoi j'ai cherché à me venger? C'est clair. Parce que quand on m'a arrêté, 25 personnes du show business ont été interrogées. Le seul qui m'a vraiment balancé, c'est Johnny. Et là, on l'a chopé avec 10 grammes sur lui. On lui a fait du chantage. On lui a dit, ouais, si tu le balances pas et tout, on va te mettre sur les journaux, demain, tu vas faire de la prison et tout et tout. Donc il m'a balancé tranquille, tranquille. Pour lui, comme tu écrases un moustique ou quoi. Pour lui, voilà. Pourtant, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Maintenant, après, j'avais une belle anecdote aussi avec le petit Philippe, là, le petit blond, qui était son amant et tout. C'était très beau, ça. Et c'est Michel Sardou qui a confirmé que Johnny était son amant. Michel Sardou, dans une émission, ça se retrouve sur Internet. On dit on a trouvé Johnny au lit avec Sardou. Voilà, et lui, il dit que c'était son grand amour, qu'il a beaucoup souffert de ça, de ci, de là. Voilà, donc tout ce que j'ai dit a été confirmé. Comme par exemple sur Bella Hadid, quand j'ai dit Bella Hadid, c'est une folle, elle est dangereuse. C'est elle-même qui s'est présentée dans une émission, je sais pas trop quoi, là, il y a pas longtemps, il y a 6-8 mois, en disant qu'elle est folle. Elle reconnaît qu'elle est complètement folle, elle est en larmes, elle avait une sale tronche, elle a toujours eu une sale tronche de toute façon. Et là, quand on la voit, bien sûr, il y a la chirurgie esthétique et tout, mais bon.
Et, et donc voilà, tout se confirme. Jacques Lang, c'est pareil. Comment je l'ai massacré, il a dit que c'était vrai, il reconnaissait que c'était vrai, mais il a dit ouais, mais c'était des conneries de jeunesse. J'aimerais vous entendre sur Johnny à nouveau. Euh, comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré en boîte, tout simplement. Il avait une boîte qui s'appelait l'Observatoire. Et comment on peut appeler ça, garde du corps, hein, on va dire, allez, comment il s'appelait, Alan, je crois, ouais, Alan. C'était un black, très sympa le mec. Et tout, ben, je lui fournissais de la coke, il me dit, ah ouais, Johnny, il aimerait bien, oh là là, elle est bonne ta coque et tout, je dis, il n'y a pas de problème. Et voilà, je l'ai emmené presque tous les jours 10 grammes. Puis il y a Claude Brasseur aussi qui me l'a présenté. Claude Brasseur, il m'a présenté beaucoup de monde. Et il y a, comment il Dans votre s'appelait? hôtel de passe, justement, peut-être. Oui, aussi, ça c'est entre autres. Mais dans la discothèque de Johnny, ça y allait, hein. Il y avait Annie Girardot, il y Parce avait... que vous aviez une maison de passe, c'est bien ça? Oui, à Versailles, oui. C'était la maison de ma mère, mais bon, comme ma mère vivait en Espagne et qu'elle venait très rarement, je me suis dit, allez hop, c'est parti. C'est une maison de... Pas de passe. Une maison de passe, c'est une maison où on présente des putes aux clients. Non, là, c'est une maison où ils venaient accompagnés, Qui comme venait? Thierry Leluron, Coluche, Isabelle Adjani, Johnny et tout. Il y a beaucoup d'autres. Claude Brasseur, il y avait, comment il s'appelait merde, celui qui a fait la balance là. Léotard, Philippe Léotard. Et plein d'autres pères. Il y avait un grand peintre qui avait fait 5 années de prison pour falsification de tableaux. Il y en avait plein. J'en avais plein. Je me rappelle plus des noms et tout. Mais bon, après, je vais plus citer les gens. Je les laisse tranquilles. Maintenant, c'est du show business. Pff, j'ai même plus envie de parler d'eux tellement ils me dégoûtent, ces gens-là. Bah, même, les gens, ils se rendent pas compte, ils applaudissent des gens, ils les voient dans des films et tout, mais la réalité, elle est toute autre. Si, s'ils voyaient ces gens-là comme Bella Hadid, le grand mannequin international, la plus belle femme du monde, mais arrêtez, je vous en prie. Allez voir dans les coulisses, ne regardez pas la vitrine. La vitrine, elle est belle, toujours. C'est dans les coulisses que ça se passe. C'est des monstres, tout ça. Vous dites que Johnny Hallyday, il était racketé par des mafieux? Il était racketé à cause du petit Philippe. Alors, le petit Philippe, je l'ai dit, c'était le fils de l'ancien gangster Carbone. Dans les années 40, pendant la guerre, Carbone Le milieu collaborait avec... marseillais. Hein? C'est Oui, le milieu oui. marseillais. Carbone collaborait avec les Allemands. Voilà. Après la guerre, ils l'ont sanctionné. Et Carbone était marié avec une femme qui s'appelait Manouche, qui aujourd'hui est morte, bien sûr. Manouche avait un bar à Tanger, tout près de chez moi. Un bar où c'était une femme intéressante. Elle avait beaucoup d'histoires à raconter. Donc mon père, qui était le médecin-chef de la province de Tanger, il venait avec d'autres médecins, avec toute l'élite de Tanger, aller chez elle, d'accord. Et elle avait son fils, petit Philippe, qui était très très beau, un dieu, un dieu. Et un petit blond, comment on dit ça, avec des petites Des boucles. bouclettes, à bouclettes, mais des yeux bleus, une pureté de... Voilà. Et le petit Philippe, il était amoureux de moi. Il voulait que je le prenne, mais bon, moi, je mange pas de ce pain-là. Il était fou amoureux de moi. À chaque fois qu'il avait un problème. Alors, mes parents allaient chez lui presque tous les soirs, chez sa mère, on va dire. Et lui, quand il apprenait que j'étais là, il venait. Après, sa mère, elle dit, allez, va dormir, espèce de petite tapette, comme ça, elle le disait, direct. Elle savait qu'il se faisait sauter par tous les Marocains. Il se faisait sauter partout. À Tanger, il était connu pour ça. Puis, mais il en avait marre. Et puis un jour, il me dit, bah, écoute, je vais tenter ma chance en France. Il avait 16 ans. Eh bien, sa chance, il l'a eu. Il a rencontré Johnny, évidemment. Au Rock'n'Roll Circus. C'était là où Johnny allait tous les soirs. Il l'a rencontré. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'ils se disaient en tout cas. Et mais la maman, Manouche, qui était un voyou, femme, tout, quand elle a appris ça, elle lui dit, mais connard, vas-y, arrange-toi, faut qu'on le prenne en photo et tout. Voilà, et ils ont arrangé ça à Paris, je sais pas comment, je m'en rappelle plus. Et puis ils ont réussi à avoir des photos. Et moi, quand il m'a montré ces photos, je dis, mais putain, oh, c'est quoi ça? Johnny en sandwich. C'est-à-dire une femme Donc, dessous. en gros, on le faisait chanter, quoi.
Ah ben la mafia française, ils l'ont toujours fait chanter. C'est pour ça qu'il avait plus de thunes, de quoi payer ses impôts et tout. Il lui prenait tout. Il lui prenait tout. Et c'est ce qui a créé comment dire, le problème entre Gaëtan Zampa et Francis le Belge. Francis le Belge qui prenait les patins de Johnny et Zampa qui le raquettait. Et Francis, il a cru qu'il avait du pouvoir. Il a dit à Zampa, tu vas le lâcher. Il a dit non, je ne le lâche pas. Il dit, c'est un compatriote, j'en ai rien à foutre. Et on le raquette. On a des photos, on le raquette. Ça a créé une distance, un grand problème entre les deux, Gaëtan Zampa et Francis le Belge. C'est des choses que les gens ignorent, mais moi je le sais. Là, vous parlez des années 60 jusqu'aux années 80-90. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du showbiz? Est-ce que ça a changé? Je pense pas. Ça a empiré. Ça a empiré. Showbiz, moi je veux même plus voir leur tronche dans les films, je veux plus. Pour moi, c'est des mal, c'est de la triche, c'est de la triche, c'est des effets spéciaux. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça change. La cocaïne est partout, ils en ont besoin. Il faut reconnaître. Et c'est ce que j'ai dit. On a l'impression aussi que la cocaïne aussi, c'est beaucoup démocratisé. Ben, c'est complètement Ouais. démocratisé. Maintenant, tout le monde en a, mais pas de la bonne. Eux, ils ont de la bonne. D'accord? Et l'adrénochrome, là, moi, ça me fait pas plaisir de savoir qu'il y a des grands acteurs qui prennent de l'adrénochrome, le sang des petits-enfants, pour rajeunir. Tu connais pas l'adrénochrome? Non. Vous racontez les différences entre les différentes cocaïnes dans vos Ah oui, livres. il y en a une douzaine de différentes, bien sûr. C'est quoi les différences et quels sont leurs effets particuliers? Bah, déjà, elles poussent sur des sols différents. Il y a la Comment? cocaïne colombienne, la cocaïne péruvienne, c'est Oui, bah, vénézuélienne ouais, aussi. par exemple, la péruvienne, on va dire, c'est l'écaille de poisson, la péruvienne, c'est la pureté, c'est de la nacre. Voilà, alors que la colombienne, elle est terne et tout, mais elle est violente. Après, il y a la différence de traitement, parce qu'il faut savoir que la cocaïne, à la base, il faut ce qu'on appelle la pasta. C'est là que tout commence, la pasta. Donc, ils prennent de la feuille de coca qui pousse dans des endroits différents. Ça change aussi. Par exemple, il y a des oignons qui ressemblent pas à d'autres oignons, et pourtant ça reste des oignons. Et parce ils ont poussé en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, donc il y a des trucs différents dans la terre. Et là, la feuille de coca, elle pousse un peu partout, à des climats différents et tout. Bon, toujours à au moins 1400 mètres d'altitude, pas au-dessous. Et donc, on prend les feuilles de coca, on les met dans un bassin, on met de la chaux, d'accord, et de l'acide chlorhydrique, et on laisse fermenter. Ça donne une espèce de pâte vert foncé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pasta. Alors, il y a des petits malins qui ont fait une coque spéciale qui est jaunâtre, qu'on appelle melting pot. Non, on l'appelle le pot pourri, mais melting pot aussi en anglais. Pot pourri, c'est mais qui prennent la pasta de plusieurs pays différents, d'accord? Ils la mélangent. Comme ça, il y a dans cette coque, il y a toutes les caractéristiques et les spécificités des différentes cocaïnes. Par exemple, cette coque, elle est faite surtout au Suriname, qui est un pays voisin de la Guyane, et au Brésil aussi. Et donc, le pot pourri, c'est une coque qui est dangereuse parce que elle n'a pas une spécificité, elle en a plusieurs. Donc, elle peut être violente, en même temps qu'elle peut être douce, elle peut être intelligente. Alors, pour en revenir, pour moi, il y avait deux coques. Il y avait la péruvienne, c'est l'écaille de poisson, ça, c'est celle que je vendais à Chirac et compagnie. Et il y avait la jaunâtre, et il y avait une troisième qui était, on la retrouve plus maintenant, qu'on appelait des ailes de mouche. Ça venait du Venezuela. C'était des coques différentes, complètement différentes. L'une était violente, l'autre était festive, l'autre était sexuelle. Voilà. Et, il faut le savoir, il y a plusieurs qualités. Et aussi, il y a la qualité. Après, il y a le fait que la pasta, elle est travaillée avec trois produits. Alors, ça dépend du pays. C'est l'éther, l'acétone ou le kérosène. La cocaïne pauvre, c'est le kérosène. C'est ce que j'appelle la cocaïne industrielle. C'est surtout en Colombie, et un peu au Brésil et tout ça. La cocaïne classe, c'est le Pérou. Parce qu'elle est pure, elle est nettoyée. On leur donne des bains
des bains d'éther, jusqu'à ce que la pasta verte, elle devienne blanche et nacrée. C'est extraordinaire. Mais il faut donner des bains et des bains et des bains. Il faut savoir qu'au Pérou, si on te chope avec de l'éther, tu prends plus que si on te chope avec de la cocaïne. Parce qu'on dit que tu es trafiquant, que tu es producteur de cocaïne avec l'éther. L'éther, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Et c'est si tu te fais choper, tu es mort. Après, il y a l'acétone qui est plus facile à avoir, acétone industriel. C'est encore une bonne coque, mais après, l'autre, au kérosène, elle sent l'essence, c'est dégueulasse. Voilà, c'est la coque du pauvre, on va dire, industrielle. Voilà, donc maintenant, tu sais tout. Pourquoi vous avez pris la coque? Ah si, je le savais. Alors, je l'ai En fait... sachant toutes ces horreurs. Ben, non, je ne savais pas quand j'ai pris attention. Non, j'avais rencontré Madame Oufkir, la femme du général Oufkir du Maroc, le grand patron. C'est l'assassin de Ben Barka. C'était ma maîtresse à Marbella. Et sa meilleure amie, qui était immensément belle, encore plus belle que la femme du général Oufkir, et qu'on disait être la plus belle femme du Maroc, la femme du général Oufkir, s'appelait Fatima Hadja. Et donc, sa meilleure copine, elle m'a pris en douce, elle m'a dit, écoute, elle t'a invité ce soir, mais ne couche pas avec elle ce soir. Il faut que tu viennes me voir et moi, je vais te montrer comment tu vas faire pour la rendre amoureuse. Et donc, je suis allé chez elle à la fin de la soirée, vers 4 heures du matin, chez sa meilleure amie. J'ai prétexté chez Hadja, de toute façon, elle était fatiguée, puisqu'elle a dû gérer toute la soirée là-bas. Et elle m'a dit, si tu veux être à la hauteur et sur la même longueur d'onde qu'elle, tu prends ça. Et c'était de la cocaïne. Je dis, mais non, mais non. Elle dit, fais-moi confiance. Je lui ai fait confiance, j'en ai pris, ça m'a plu sexuellement et tout. Et le lendemain, j'étais d'attaque avec Hadja, la femme du général, qui me dit, ah ouais, tiens, tu veux prendre un peu de coke et tout. Moi, je peux pas faire l'amour avec quelqu'un qui passe sur la même longueur d'onde que moi. J'ai dit, bon, allez, vas-y. Et j'en ai pris, puis depuis, ben voilà. Après, je suis allé en Hollande et je me suis laissé aller. Et quand est-ce que vous avez terminé avec cocaïne? 2008, c'est une date fatidique pour moi. C'est ma deuxième vie. Pourquoi? Bah parce que j'en ai eu marre. Je dis, Du jour au lendemain? ah bah, Ou parce que vous êtes j'avais entré en pris prison? 9 ans de prison, Ouais. là, en 2004, j'ai pris 9 ans de prison. J'ai fait 4 ans et des poussières. Je suis sorti fin 2008. Et là, j'avais tout compris. Puis j'avais écrit mes bouquins et tout. J'ai dit stop, stop, j'arrête là. J'ai fait le bilan, je vois mal entouré, que des saloperies dans ce monde, que des traîtres, que des hypocrites, des opportunistes et tout. J'ai dit, c'est pas ma vie, ça. J'ai eu une lueur d'intelligence, je sais pas, ou c'est peut-être le bon Dieu qui m'a rattrapé. Moi, j'y crois, en Dieu, attention. Le bon Dieu m'a rattrapé, il m'a dit, bon, maintenant, ça suffit, tu as trop travaillé avec le diable, maintenant, tu viens dans mon camp. Je suis rentré dans le camp du bon Dieu, j'en suis pas déçu. C'est très bien, je préfère. Vous avez évoqué donc le Pérou, la Colombie. Est-ce que vous êtes déjà rendu là-bas? Ah ben oui, bien sûr, obligé. Vous avez rencontré des barons de la drogue là-bas? Oui, quelques-uns, mais pas les gros, gros, gros. Pas Non, Pablo j'étais pas Escobar. assez gros. Non, mais non, mais non. J'étais pas assez gros pour ça. Moi, j'étais un petit. Par rapport aux autres là-bas, j'étais un petit. 5 kilos, 10 kilos, c'est pas plus que ça. Hein. Une fois, on a essayé 200 kilos, on s'est fait avoir. C'est pas la peine. Non, non, mais c'est très dangereux, hein, l'Amérique du Sud. Oh là là, je ne retournerai plus jamais dans ce pays. Moi. Je me demande même comment je ne suis pas mort là-bas. C'est des fous furieux. Ils prennent tous de la coque là-bas. Ils prennent tous de la coque. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Et comment la coque était-elle transportée d'Amérique du Sud jusqu'en Oh, Hollande? ben, déjà, au début, quand je l'ai fait avec mon ami italien, c'était avec un yacht, avec un boa dans le truc. Ça, c'était mon idée. Hein. Attention. C'est-à-dire? Un boa, ça bouffe une chèvre de 35 kilos. Et ça prend 2 à 3 jours pour digérer. Donc moi, on avait le bois dans le bateau, on avait la coque. Quand on arrivait au large des côtes espagnoles, on donnait à bouffer une chèvre qu'on avait vidée. On mettait la coque dedans, on recousait tout ça, on donnait ça au serpent, oui, c'est un boa. Et quand les douaniers arrivaient sur le bateau, quand on arrivait au Puerto Banús à Marbella, les douaniers arrivaient, ils regardaient et tout, ils disaient qu'est-ce qu'il a ici? J'ai dit, vous voulez voir? Allez-y.
Il rigolait, j'ai dit, c'est sa chèvre, il bouffe des chèvres, on en avait dans le frigo et tout. Il dit, ah bon, hein, d'accord. Mais personne n'a jamais osé aller voir ce qui se passait là, dans le ventre du boa. Voilà. Après, j'ai laissé tomber parce que ça commençait à se savoir et tout. Ouais, j'ai trouvé plein de systèmes, mais bon, je préfère ne pas en parler. C'est le passé, ça. Vous avez touché à d'autres drogues que la cocaïne? Le Oui, crack? oui, j'étais dans le crack, ouais. Malheureusement, je suis tombé dedans comme un con. Moi qui donne des conseils, putain, personne ne m'a conseillé, au contraire. Ah oui, le crack, ça a été catastrophique. En même temps, euh, En même temps, ça m'a quand même fait réfléchir parce que je me dis, putain, mais attends, il y a des embûches. Quand on prend la coque, il faut faire attention aux gens qui t'entourent. Il faut faire attention aux nanas. Il faut faire attention à tout le monde, tout le monde, tout le monde qui te pousse dans le ravin, vite fait, bien fait. Pour moi, c'est un ravin, hein, le crack. Heureusement, j'ai pas été longtemps, mais assez longtemps pour perdre quand même, pour descendre de 80 kilos à 45. Quand les flics m'ont arrêté, j'étais cadavérique. Et j'ai remercié les flics. J'ai écrit une lettre au juge d'instruction pour dire de remercier les flics qui m'avaient arrêté. J'ai dit, ouais, franchement, et toute ma vie, je leur dois ma vie. Ils m'ont arrêté, ils n'ont pas été méchants avec moi. Les gardiens de prison étaient sympathiques. La Hollande, c'était un pays social. Aujourd'hui, je sais pas. C'est fini tout ça. Mais avant, franchement, les Hollandais, la classe, quoi. La classe. Ils ont été patients avec moi. Pendant 3 mois en prison, j'étais sur une autre planète. J'étais sur un nuage. Et les gens se foutaient de ma gueule parce que je parlais de construire des hôpitaux sur la Lune, de construire des maisons de retraite, des EHPAD. Les gens me disent, il est taré, il raconte n'importe quoi. J'avais des projets pas possibles. Et au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai commencé à revenir à moi-même, tu vois. Puis quand je me suis rendu compte de ça, je dis putain, mais je reviens de loin. Oh, plus jamais, plus jamais. Le crack, c'est foutu. Les mecs sont foutus. Ils sont foutus. Alors là, on ne sait pas quoi en faire, mais parce qu'ils veulent pas. Ils veulent toujours avoir ce genre de personnages dans les villes pour justifier des crédits pour la police et tout. Mais non, il y a des fermes abandonnées partout en France. Tu prends une ferme abandonnée, tu mets des grillages autour électrifiés et tu mets les gens dedans, tu dis vous allez travailler dans la ferme, il n'y a plus de crack, c'est fini. Hop, ils travaillent dans la ferme, ils mangent, ils dorment de leur travail. Et au début, on les aide un peu à bouffer, mais après, voilà. Et moi, je dirais, c'est des parcs de réconciliation avec la vie. C'est tellement facile. Il y a des milliers de fermes en France qui sont là. Bah, en prison, c'est pas la peine de les mettre. Ils sont trop bien en prison. Vous avez fait 18 ans de prison, comment on ressort intact? Je sais pas si je suis intact. La Ouais. question, elle est là. Parce Est-ce que que vous je dites suis finalement intact? que la prison vous a sauvé, quoi. Ah ben forcément, évidemment. Bah, s'il n'y avait pas eu la prison, je serais peut-être mort maintenant. Je sais pas, je serais allé trop loin. Bah, déjà avec le crack en 83, s'il n'y avait pas eu la prison, je crois que je serais à fond, je serais peut-être en train de mendier SDF ou quoi, ou peut-être mort. Parce que le crack, le seul mec qui a été intelligent, c'était le maire d'Amsterdam, un mec formidable. Il voyait tous ces zombies là dans la ville d'Amsterdam et les touristes, ils étaient gênés parce qu'il y a des nains, ils arrivaient comme ça. En général, la plupart c'était des Blacks et quelques Hollandais. Je sais pas pourquoi les Blacks ils aimaient ça, ils plongeaient là-dedans. Et, et donc le maire il a réagi. Il a acheté un vieux bateau désaffecté et il l'a mis juste à côté de la station centrale d'Amsterdam, au centre-ville, ancré là-bas. Et c'était le dernier. Le titre, c'était Le Dernier Voyage. The Laatste Reis, ça veut dire le dernier voyage en hollandais. Et donc, c'était vraiment le dernier voyage pour ces gens-là. Il a débarrassé la ville de toute cette racaille. Ils se sont tués eux-mêmes. C'est-à-dire, il y avait le bateau, il leur disait, vous voulez du crack? À pleine caisse, voilà du crack. Servez-vous. C'est no man's land. Les flics ne montent pas sur ce bateau, rien. Mais tu sors, tu descends pas du bateau. Interdiction. Tu es sur le bateau, tu meurs là-bas. Et on leur donnait un quantité de l'alcool. Vous voulez de l'alcool? Allez-y, allez, tuez-vous. Le plus vite sera le mieux. Et moi, j'habitais à côté. Alors, la maison, j'avais un appartement, il y avait une terrasse,
Et pendant que je prenais mon petit-déj ou que je mangeais, je voyais des cadavres passer. Parce que les mecs, quand ils étaient complètement bourrés, pleins de crack et tout, ils tombaient du bateau. Et les pompiers, ils en avaient marre. Ils les laissaient. Les pompiers, ils laissaient les cadavres arriver jusqu'à la mer. Ils voulaient plus les ramasser. Tellement c'était dégueulasse. Vous en voulez beaucoup à notre ministre actuel de la Justice, le garde des Sceaux, donc Beaucoup, pas assez même. Monsieur Dupond-Moretti. Mais Pourquoi? c'est un monstre, ce mec. C'est un véritable monstre. Comme je l'ai déjà dit, c'est un gros porc. Alors qu'il me fasse un C'est procès. votre ancien avocat? Oh, ça a été mon avocat, oui. Mon avocat de malheur. Il m'a fait prendre le double de ce que j'aurais dû prendre. Intentionnellement. Parce que j'ai refusé de lui fournir de la coque là-bas. Intentionnellement, il s'est vengé. Même le procureur, on me l'a dit, le procureur, il s'appelait Monsieur Le Cygne. C'était le procureur d'Outreau, qui était outré. Procureur outré à Outreau. Outré du comportement de Dupond-Moretti. Et il est venu me voir pendant le délibéré, il m'a dit, ah, il vous a saboté. J'ai dit, oui, j'ai vu ça, j'ai entendu. Le président, il va vous donner le double de la peine. C'est ce qui est arrivé. Il me dit, ça, vous aurez à remercier Dupond-Moretti. Je dis, ouais. Bah, je l'ai remercié en l'insultant, bien sûr. Et lui me dit, mais comment, tu sais, avec son air d'ours mal léché, ouais, mais vous avez pris le double, vous devriez être content, c'est du bénéfice. Et je dis, on n'est pas en train de faire des affaires, là, maître, hein, d'accord? C'est ma liberté, là. C'est ma liberté. Vous parlez de ma liberté. Voilà. C'est comme ça c'était ça son langage. Vous devriez être content. Ben, moi, j'en connais à Fleury-Mérogis qui sont encore là-bas, peut-être, et qui sont pas contents de ses prestations. Et comme je l'ai dit, moi, je l'appelle pas acquittator, je l'appelle aggravator. C'est tout. Et lui, quand il réussit une belle affaire, bon, si on peut appeler l'affaire Outreau une belle affaire, parce qu'il a fait sortir avec d'autres avocats, il a fait sortir des gros pédophiles qui d'ailleurs sont en prison maintenant. Ils ont récidivé. Il les a fait passer pour des enfants de cœur. D'accord, c'est bien, il a gagné beaucoup d'argent. Mais ces enfants de cœur, maintenant, ils sont pour la plupart en prison. Ils ont été arrêtés pour pédophilie. D'accord? Et donc, c'est ce que je lui reproche. Lui, c'était l'argent, 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 et c'est tout. L'argent n'a pas d'odeur. Moi, je suis désolé. Je serai avocat, je refuse de plaider pour un pédophile. Je suis désolé. Ça, tout, même pour les drogues, je fais, mais pas un pédophile. Ah non, 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 un pédophile, il mérite d'être en prison. Il ne mérite pas d'être défendu. Il n'y a aucune défense. Des gens qui touchent aux petits-enfants, je ne suis pas d'accord, là. Merci beaucoup. Merci à vous, Gérard Fauré. On a pu évoquer longuement votre parcours J'aurais aimé mouvementé. parler un petit peu de l'Ukraine et de Poutine. On a 10 minutes, là? On a 5 minutes. Allez. 5 minutes. Allez. Alors, je voulais dire qu'il y a quand même pas mal de Français qui pleurent pour l'Ukraine et tout. Moi, c'est révoltant. Je connais bien les Ukrainiens, je connais bien l'Ukraine. Franchement, c'est... Pourquoi, quel est votre lien avec la Russie ou l'Ukraine? Alors, avant, souhaitez en parler un peu. j'avais une entreprise dans le bâtiment. Maintenant, c'est fini. Et j'avais un associé, un Argentin, très gentil d'ailleurs. Et on avait besoin d'ouvriers. Alors, évidemment, les Ukrainiens étaient là pour pas cher et de très bons ouvriers. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais j'ai jamais vu des gens aussi racistes, et crois-moi, j'en ai connu plein, qu'un Ukrainien. Ils crachent sur les Noirs, ils crachent sur les Arabes, alors que chez eux, ils n'en ont pas. J'ai dit, vous venez cracher en France sur nos étrangers. Je dis, mais c'est quoi là? Oui, on n'aime pas. Mais allez ne pas aimer dans votre pays, qu'est-ce que vous venez nous faire chier ici? Après, alors moi j'en avais 2 qui travaillaient chez moi, particulièrement dans ma ferme. Et il fallait pas leur parler, hein. S'ils faisaient une erreur, il fallait pas leur dire. Tout de suite, ils prenaient la hache, ils te regardaient comme ça, et puis ils chantaient l'hymne national ukrainien. Alors un jour, j'ai dit, bah, ils me l'ont fait une fois, mais pas 2. La deuxième fois, j'ai pris un fusil de chasse. J'ai un permis de chasse, donc je prends un bon 16 mm, ça tue les sangliers, hein. Je le prends comme ça. Alors lui, il chante l'hymne national en me regardant comme ça. Je dis, ça rime à quoi, ça? Et moi, je vais prendre ça et je chante la Marseillaise. J'ai dit, vas-y, maintenant, tu dis quoi, là? Vas-y, chante ton hymne national, connard. Et on va voir ce qui va se passer. Oh, bon, c'est bon, il jette la pioche, c'est bon. Je dis, maintenant, tu dégages, allez. Alors, on a eu plein de problèmes avec ces gens-là. Et moi, j'ai connu 2 Ukrainiens qui étaient de classe, qui ont quitté l'Ukraine parce que
ils disent que c'est une mafia. Tout le pays est une mafia. Le président Zelensky est le plus grand mafieux d'Europe. Alors, ce que les Ukrainiens font en Europe, c'est pas permis. Les petits-enfants, l'adrénochrome, les drogues méchantes comme les méthamphétamines, les armes, les cigarettes de merde, ils empoisonnent toute l'Europe avec tout, juste pour prendre de la thune. Donc moi, je peux pas aimer des gens comme ça, je suis désolé. Avant, j'aurais peut-être discuté avec eux, fait des affaires, mais aujourd'hui, non, ça me révolte. Surtout que les petits-enfants, on vend leurs organes aux Saoudiens, à tous ces gens-là. C'est l'Ukraine. 10% des enfants kidnappés en Europe, c'est l'Ukraine. Tu vois? Et c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui me l'ont dit, des ouvriers qui ont dit oh, on a quitté parce que c'est pas possible de vivre là-bas, on est rackettés. Bah, quand tu vois la tête du maire de Kiev, là, le champion de boxe, maire de Kiev, la capitale, tu vois sa tronche et son frère, c'est des voyous, ça, c'est pas des élites. Et quand tu vois Zelensky, la danseuse, là, qui danse avec des talons et tout, moi je suis pour Poutine à 1 milliard %. Poutine, pour moi, c'est un type bien. Il a supporté qu'on tue des Russes pendant très longtemps. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions avec Sputnik. Et je déplore le fait que Sputnik soit censuré aujourd'hui. C'est honteux. C'est honteux ce qui se passe en France. Je déplore aussi le fait que Macron, il envoie des millions, il envoie des armes et tout. Et l'autre Bruno Le Maire qui dit on va assécher l'économie russe. Mais tu te prends pour qui, pauvre con? La Russie, elle est 18 fois plus grande que la France. Ils ont du pétrole, du gaz, du blé, de tout. Toi, tu vas assécher. Toi, t'es qui? T'es avec ta petite France. Arrête tes conneries. Arrête. Arrête de péter plus haut que t'en as le cul, connard. C'est Bruno Le Maire. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Alors, quand tu vois ce qui se passe... Non. Être du côté de l'Ukraine aujourd'hui, c'est les gens qui sont là, ils ont tout faux. En plus, il y a des femmes ukrainiennes qui ont été hébergées dans des familles. Elles ont pris le mec, elles ont viré la femme du mec et tout. Il y a des femmes qui s'installent au détriment des autres, des Françaises, qui ont accueilli gentiment les Ukrainiennes et les Ukrainiens. C'est des gens, faut pas, ils te squattent. Ils rentrent chez toi. Après 2 mois ou 3 mois plus tard, ils te jettent de chez eux. Ils te jettent de... Voilà. C'est dégueulasse. Alors, Poutine, lui, il a supporté. On a tué quand même 15 000 russophones. Il a supporté un moment. Les Américains s'installent gentiment. On entraîne les soldats ukrainiens et tout. Pourquoi? Pour attaquer la Russie. C'est pas bien. Il fallait laisser une zone de no man's land. Voilà, pas de militaire, rien. C'était l'Ukraine. Poutine, il a raison à 100% et je trouve qu'il fait pas assez. C'est méchant ce que je dis, peut-être. Mais pour moi, quand j'écrase un scorpion, je trouve pas que j'ai été méchant. Très bien, Gérard Fauré. Merci. On a pu évoquer longuement votre parcours mouvementé, Jacques Chirac, Johnny Hallyday, les évasions, la drogue, la prison, les barbouzeries. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site livrenoir.fr avec un abonnement. Vous y trouverez des contenus exclusifs. Encore un grand merci à vous, Gérard Fauré, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et très bonne soirée à tous. Merci.